Voilà, là, je pense qu'il faut être très près, hein, voyez du micro. Je vous remercie de votre présence et de l'accueil de la Société académique d'architecture. Et je suis pas un spécialiste du 19e siècle, puisque je suis plutôt médiéviste, mais c'est vrai que chaque fois qu'on plonge dans une période de l'histoire, il faut reconnaître qu'il y a des choses passionnantes à raconter. Et on peut dire que Félix Mangini fait partie de ces personnages qui m'ont beaucoup intéressé et dont on peut dire que, vous savez, il y a des gens, quand on lit des biographies, on a l'impression que il y a des gens qui sont nés pour entreprendre et réussir ce qu'ils entreprennent et souvent même dépasser leurs objectifs. Les Mangini et Félix en particulier, mais toute la famille aussi, vous verrez que les gens sont très très proches et travaillent beaucoup ensemble. Et eh bien, c'est vraiment leur cas. Autre chose qui est marquant dans Félix Mangini, mais aussi pour certaines personnes de sa famille aussi, c'est la générosité dont ils ont fait preuve dans une période où elle était très utile. La générosité, c'est tout le temps utile, mais vraiment, c'était très important parce que nous sommes dans une explosion de l'industrie, avec toute une société qui est modifiée, un monde ouvrier qui va se développer très fortement et qu'il faut protéger. Et donc, je commencerai tout naturellement par son père. Et vous voyez, je commence déjà à tricher. Ne pensez pas que c'est Félix Mangini. Il s'agit là de Lazare Mangini. Lazare Mangini, qui est son père, qui est né en Italie. Et selon les sources, certains disent qu'il est né à Turin, on est sûr de la date, 1802. D'autres prétendent qu'il est né à Gênes. Mais à Turin, on aurait trouvé un acte de naissance qui se justifierait. Encore que cet acte de naissance ne mentionne pas Mangini, mais Mangino. Et qu'après, il se serait fait appeler Mangini. Il arrive en France, on n'a pas une date très précise non plus. On a des traces formelles de lui à partir de 1829, c'est-à-dire qu'il a 27 ans. Et il entreprend, il va devenir entrepreneur de travaux publics, mais il va commencer par l'exploitation d'une mine qu'il a pris à bail, une mine qui se trouve à Sainte-Foy-l'Argentière, une mine qui appartient à une grande famille dont voici un ancêtre, évidemment, ce n'est pas la même époque, vous aurez compris que ce n'est pas à lui, mais à un de ses descendants qui va prendre à bail cette... mais je vous en touche deux mots quand même. Le marquis, les Fénoil, les Fénoil, enfin il y a un tréma, je laisse à chacun le soin de choisir entre Fénoil et Fénoil, on dirait plutôt Fénoil, et c'est une famille qui date on peut remonter jusqu'au XVe siècle pour les trouver. Et ils vont s'installer, ils sont comtes. Le plus célèbre de la famille, c'est un capitaine, un capitaine de Lyon, de la ville de Lyon. Il est célèbre parce que c'était lui qui était capitaine de la ville lorsque les protestants, le baron des Adrets, a pris possession de la ville. Alors il l'a mis en prison au château Pierre VI. Mais le baron des Adrets l'a mis en prison et après il a été libéré et puis il a été capitaine du château Pierre VI et à son tour c'est lui qui a gardé comme prisonnier le François de Beaumont, le baron des Adrets. Vous voyez, c'est le personnage le plus connu, mais c'est une famille qui perdure encore de nos jours. J'ai vu que récemment, il y avait un descendant qui était décédé, mais il a de la famille encore, et qui avait pile 100 ans. Voilà. Donc, ils sont propriétaires de mines, et ces mines vont être exploitées donc, par Lazare Mangini. Et on ne sait pas non plus très précisément comment il va rencontrer Seguin, Marc Seguin,
Mais Marc Seguin, c'est la locomotive, la chaudière tubulaire, etc. Il est à la recherche d'entrepreneurs capables d'installer des voies. Donc, il va avoir plusieurs entreprises qui vont installer des voies, dont Lazare Mangini qui va se proposer, et il va y avoir des liens très forts qui vont se créer entre Lazare Mangini et Marc Seguin. La preuve en est, c'est que 1829, donc, il arrive à Lyon. 1832, il se marie. Il se marie avec une jeune femme orpheline qui s'appelle Louise Roland, et ils auront 4 enfants. Et 2 de ces enfants se marieront avec des enfants de Marc Seguin. Ça rapproche. C'est un signe de rapprochement. Et alors, bon, je vous passe la fameuse locomotive que vous et cette gravure-là, vous la connaissez tous. Elle a quand même plusieurs intérêts, notamment, même si on la connaît bien, se rappeler que quand même on utilisait les chevaux dès que ça montait un peu, hein, avec les premières locomotives. Et puis il fallait creuser pour créer ces voies. C'était un travail énorme, parce qu'il fallait creuser des tunnels, qu'il fallait construire des ponts. Et Lazare Mangini va se trouver particulièrement performant dans ce domaine. Alors, je vous montre un tunnel. Figurez-vous que pour la ligne Saint-Étienne-Lyon, il a fallu creuser au début 18 tunnels. Celui que je vous montre est à 6 km de Saint-Étienne. C'est le tunnel de Terre-Noire. Ça porte bien son nom, vous verrez, il y a du charbon. En fait, c'est pas Lazare Mangini qui va le commencer, parce qu'il a été commencé avant mais il va y intervenir, parce que ce tunnel, qui va s'achever vers les 1832, mais qui sera repris à plusieurs reprises, retravaillé à plusieurs reprises, ce tunnel, il faisait 1 km 502, je crois, ou 509, peu importe. C'était le premier tunnel ferroviaire qui soit aussi long. Ce n'était pas le tout premier, c'était le 3e. Et la gravure que l'on voit ici le montre déjà modifié, parce que vous voyez 2 voies, alors qu'au début, les tunnels, on va les faire avec une voie, une seule. Alors, voilà par exemple le tunnel de Couzon. Toujours, alors Couzon, ne cherchez pas Couzon-Mandor, hein, il s'agit de Couzon vers Rive-de-Gier. Hein. Et alors, ça vous donne une idée de l'importance des tunnels à l'époque par rapport à ceux que l'on va faire plus tard. Vous voyez, c'est en fait le petit rond que vous voyez à côté qui est le premier tunnel, le tunnel de Couzon, qui va être fini en 1831. Et je vous en montre l'intérieur, bien que maintenant l'accès en soit interdit. Malgré tout, il est inscrit aux monuments historiques, à l'inventaire des monuments historiques. Ici, donc, je passe là-dessus pour vous montrer comment étaient les trains à cette époque, bien entendu. Et je plains les gens qui étaient sur ce wagon où il y avait juste un léger toit et ils étaient en plein air. Je pense qu'ils étaient plutôt en pleine fumée, mais enfin, bon. Voilà. Et après, on va doubler les voies. On va multiplier le nombre de trains, on va doubler les voies. Et cette gravure nous montre par quel moyen, par quel système on arrive à faire d'un petit tunnel un tunnel beaucoup plus grand. Vous voyez, on part de l'ancien généralement et on l'agrandit et on l'élargit. Ici, alors, le tunnel de la Munatière. Alors, le tunnel dont je vous parlais tout à l'heure, Terre-Noire, on est souvent intervenu dessus parce qu'il a été creusé à 500 mètres d'altitude, c'est pas le bout du monde, mais qu'il y avait des mines de charbon de tous les côtés.
si bien qu'il y avait des effondrements permanents. Hein. Et maintenant, il existe toujours, mais il fait plus 1500 mètres. Il en raccourcit à force de... Il fait plus que 1300 mètres, voyez. Et alors là, par contre, il s'agit du tunnel de la Mulatière. Et le tunnel de la Mulatière, il est beaucoup plus court. Il fait 305 mètres. Et il a été fait, lui, par Lazare Mangini. Mais il sera repris à plusieurs reprises également, et notamment au début du siècle, enfin, entre 1912, où on va faire le fameux pont métallique. Je vous le montre, tout le monde le connaît. Et je vous le montre parce que c'est assez intéressant. L'homme qui l'a construit s'appelle Maurice Koechlin. C'est un Alsacien. Et il est très connu, en Alsace surtout, parce que c'est le fondateur de la compagnie ferroviaire en Alsace. C'est vraiment le créateur, c'est un peu le Marc Seguin de Lyon en Alsace. Mais il est encore plus connu pour autre chose, c'est que ce Koechlin, ce Koechlin, il a travaillé avec Eiffel, et c'est lui qui, avec un certain Émile Noguier, a proposé de faire une tour métallique. L'idée d'une tour métallique, c'est Koechlin, voyez. Donc, il a travaillé chez nous. On retrouvera un peu plus loin un Koechlin, mais qui n'est pas le même, mais quand même de la même famille. Voilà. Alors, pour le tunnel de la Mulatière, comme vous avez pu le constater, il a fallu faire une fourchette, parce que avant, le train et les diligences passaient sur le même pont, et là, on a fait un pont séparé. Et donc, on va s'arranger pour faire le pont dans l'axe du tunnel. Comme on n'y arrive pas parfaitement, eh bien, on fait en sorte de faire, si vous voulez, un Y en guise de sortie du tunnel. Donc, le tunnel de la Mulatière va être élargi et surtout déplacé. Et je vous ai mis un cercle ici. Si vous vous promenez dans ces lieux, quoique ce ne soit pas un lieu de promenade extraordinaire, eh bien, vous trouverez vers ces escaliers la trace de l'ancienne sortie qui était dans l'axe de l'ancien pont. Alors, après, bon, alors le premier tunnel ferroviaire existant, c'est celui de Couzon à Rive-de-Gier. Le deuxième tunnel, c'est celui de la Mulatière. Et bien plus tard, Lazare Mangini va installer le tunnel Saint-Irénée. Alors là, on fait c'est en 1856. Et il ne le fait pas pour le compte de Marc Seguin, là, du tout. Il le fait pour la société PL Paris-Lyon et LM Lyon-Marseille. C'est pour faire le PLM, en quelque sorte. C'est le PLM qui va commanditer la construction de ce tunnel. Autrement dit, Lazare Mangini ne travaille pas uniquement que pour Marc Seguin, ou la famille Seguin. Alors, le deuxième... tunnel Saint-Irénée, 1856. Celui de Loyasse, plus court, 1400 et quelques mètres, bien c'est quand on va faire la gare Saint-Paul et tout, autour de 1876. Hein. Voilà donc, voilà Félix Mangini. Mais cette photo, on ne le voit pas souvent sous ces traits-là, on le voit plus souvent à un âge plus avancé, et un âge qui n'a pas pu avancer au-delà de 66 ans. Il est mort jeune, mais il a eu une vie tellement active qu'on dirait qu'il a passé 2 vies en une seule, ce personnage. Et voilà donc Félix Mangini. Et j'en profite pour vous présenter son frère, qui a 3 ans de plus que lui. Il s'appelle Louis, les papiers, mais tout le monde l'appelle Lucien. Alors, il est plus connu sous le nom de Lucien que de Louis. Et lui, il est né en 1833, il est mort en 1900 Touron. Et donc, son frère, lui, est né en 1933 et il est mort en 1902. C'est autant dire qu'ils sont pratiquement morts à peu près au même âge. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne perd pas de vue que
Lazare Mangini est arrivé, il a 27 ans, il s'installe dans Lyon, dans la région, etc. Et en rien de temps, il va y avoir une espèce de clan familial qui va se créer. Et je vous ai fait ce tableau parce que ça serait un peu trop difficile à raconter, mais c'est un tableau généalogique, mais très simplifié, mais pour vous montrer à quel point il va rentrer dans la grande société très rapidement. Très rapidement. Alors, je vous ai dit, par exemple, Félix va se marier avec Marie-Pauline, dit Paula, va se marier avec le 17e enfant de Marc Seguin. Hein, avec en l'occurrence, c'est une fille, bien sûr, Marie-Augustine Montgolfier, parce que Marc Seguin, c'est le petit-neveu des Montgolfier aussi. Hein. Donc, vous voyez, les grandes familles se retrouvent. Sa fille aînée. Alors, d'abord, 4 enfants, je vous disais, 4 enfants, Lazare. Il a Félix, il a Louis, dit Lucien, il a Marie-Félicie, qu'on appellera Marie, hein, tout simplement, et Marie-Félicie Célestine, que l'on appelle Félicie. C'est des gens qui devaient avoir beaucoup d'imagination dans leur travail, mais pas tellement dans les prénoms, parce que, comme vous pouvez constater, c'est un peu difficile. Alors, vous voyez, par exemple, je vous disais que 2 de ses enfants s'étaient mariés avec la famille Seguin, avec les enfants de Marc Seguin. Il y a Félix, hein, et il y a également sa sœur, Félicie, tout en bas de tableau, qui s'est mariée avec Augustin Seguin. Alors vous remarquerez, 14e, 17e enfant, mais où s'arrêtait-il? Eh bien, il s'est arrêté au 19e, hein, Seguin. Marc Seguin s'est arrêté au 19e. Donc, Félix Mangini, sa fille aînée est morte très tôt de la tuberculose. C'est un mal qui sévit énormément à la fin du 19e siècle et dont on reparlera plus loin parce que ça a probablement fortement influencé son esprit, son comportement. Et ensuite, son petit-fils... alors, sa fille, Marie-Hélène, sa deuxième fille, épouse Léon Bérard, que tout le monde connaît, que je ne présente pas, le fameux cancérologue. Vous avez également son petit-fils, donc qui se porte le nom de Bérard, bien sûr, qui va se marier avec Denise Vinclair. C'est des spécialistes, c'est des gens alsaciens aussi qui sont venus s'installer à Lyon et qui sont des spécialistes de la bière. Hein. Et donc, la fille Vinclair, si vous voulez, ses parents, c'est Charles Vinclair et sa mère, c'est France Lumière. Parce qu'on parle toujours d'Auguste et Louis Lumière, mais Antoine Lumière avait 6 enfants. Hein, donc, et ce qui est assez amusant, je l'ai mis en bleu là, c'est comme une parenthèse, mais la famille Vinclair et la famille Lumière, ils sont vraiment apparentés puisqu'il y a eu 4 mariages qui les ont liés. 4 mariages, lui, Lumière avec Rose Vinclair, Auguste Lumière avec Marguerite Vinclair. Vous voyez, 4 mariages entre les Lumières et les Vinclair. Et donc un lien avec les Mangini aussi, par le biais que l'on a vu plus haut. Ensuite, il a 2 fils. Alors, il a 2 fils. L'un de ses fils, qui s'appelle Lucien, donc qui porte le nom qui est le deuxième nom de son frère, entre parenthèses, hein, qui est son fils aîné, qui a été interne aux hôpitaux et qui est décédé à Douaumont à l'âge de 28 ans, en 1916. Il a un autre fils, alors vous voyez, Lucien Lazare, Lucien Marc. Alors retenez plutôt le deuxième parce qu'on ne trouvera pas la différence. Et Marc, c'est son second fils, qui est ingénieur, qui est marié avec André-Marie Bogart, qui est donc administrateur de la manufacture de Sèvres, et qui lui succédera à la mairie de Saint-Pierre-la-Palud, un lieu dont on va parler très bientôt. Ensuite, une autre de ses filles,
Blanche, une autre de ses filles, qui épouse le célèbre cardiologue Louis Gallavardin, dont on parlait encore beaucoup dans ma jeunesse. Il a dû mourir dans les, je crois, vers 1955-57. Vous voyez. Voilà donc, alors Lucien, eh bien, Lucien, lui, frère aîné donc, de Félix, a épousé Anne Gensoul, hein, qui est la fille donc, du célèbre chirurgien majeur de l'Hôtel-Dieu. Entre parenthèses, la famille Gensoul possédait un immense terrain dans l'Est lyonnais qui s'appelait Grange Blanche et qui a été cédé, hein, ça n'a pas changé de nom, si ça s'appelle Édouard Herriot, mais vous m'avez compris. Et donc, alors eux, par contre, au niveau des enfants, ils ont vraiment été touchés, on peut dire, parce qu'ils ont eu 5 enfants. Ils en perdent 3 en bas âge, et les 2 autres, 2 ayant survécu, l'un qui s'appelle Lazare, vous voyez, toujours les prénoms, meurt en 1894, victime d'une explosion à bord d'un torpilleur Schneider. Parce que Schneider, ils étaient installés au Creusot, mais ils avaient tout un aménagement portuaire sur la Saône à Châlons. Et à Châlons, ils fabriquaient des ponts roulants, des trucs comme ça, etc. Mais à cette période-là, ils fabriquaient aussi des torpilleurs et des sous-marins qui descendaient sur des porteurs, la Saône, puis le Rhône, et puis qui partaient. On en a eu vendu en Roumanie, mais après, généralement, ils partaient de la région de Marseille. On les emmenait vers Bordeaux et là, ils étaient sur un très, très, très gros porteur. Ils traversaient l'Atlantique. On a vendu, figurez-vous, que les Schneider ont vendu des torpilleurs et des sous-marins qui étaient donc transportés par ces grands transporteurs au Pérou, en Amérique du Sud, dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud. C'est inimaginable, on a du mal à... Voilà, on a quand même des photos que, si ça intéresse les gens, je pourrais... on a des photos qui représentent ces bateaux qui descendent de la Saône puis le Rhône. Voilà. Alors donc, le fils est mort, donc les 2 ayant survécu, Lazare meurt dans une explosion à bord d'un torpilleur, et l'autre, qui s'appelait Henri, d'un accident de voiture en 1901. Ensuite, eh bien, sa sœur Marie, je me contenterai de dire Marie, vous voyez, quand il s'appelle pas Félix, il s'appelle Félicie, elle s'appelle Félicie. Alors son fils Henri, alors s'est marié avec Marguerite Gillet. Alors c'est pareil, hein, je ne vous présente pas la famille Gillet. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il va y avoir... Ils vont être très très proches, et Félix Mangini avec Joseph Gillet sont des gens qui vont être très très proches, ils vont faire des tas de choses ensemble. Voilà donc, alors je ne m'attarde pas sur les personnages dont je viens de vous parler, Marc Seguin, 19 enfants, donc là c'est Léon Bérard, ici c'est Jean Soul, c'est une très belle statue qui doit être visible aux Beaux-Arts et qui a été réalisée par Guillaume Bonnet. C'est un excellent sculpteur qui a travaillé notamment pour la Bourse du Commerce, qui a fait des muses qui sont sur l'opéra, qui a beaucoup travaillé. Donc voilà, Joseph Gensoul, Gallavardin, alors il fait plus moderne, hein, il est voilà, et puis Joseph Gillet. Hein, donc teinturerie, et puis j'ai passé les lumières, etc. Ah, vous allez me dire, pourquoi je vous emmène au bord de la mer? Eh bien, vous m'entendez bien, oui, ça va. Eh bien, parce que, comme je vous expliquais, les Mangini, alors Félix Mangini, il va faire ses études au Collège de Lyon. Le Collège de Lyon, c'est le lycée Ampère, ni plus ni moins. On ne me contradira pas. Il aura changé de nom. Hein. Il s'est appelé Collège de la Trinité, Collège Royal, Lycée Impérial. Et dans l'époque où ils font leurs études, c'est le Collège de Lyon. Et puis après, ça va redevenir le Lycée Impérial sous Napoléon III. Mais là, bon, Félix Mangini fait ces études-là, son frère aussi, son frère Lucien. Et puis, ils vont monter à Paris. Et l'un va faire l'école des mines et l'autre va faire l'école centrale.
Et puis, ils vont s'associer tout naturellement avec leur père dans une association Lazare Mangini et fils, évidemment. Et ils continuent leurs travaux à la mine, parce qu'ils exploitent toujours des mines, non seulement à Sainte-Foy-l'Argentière, mais aussi proche du Creusot, à Montchanin, pour ceux qui connaissent. Et puis, ils continuent leurs travaux d'aménagement des voies. Et c'est le PLM qui va les embaucher pour aménager des voies entre Toulon à Nice, 1861-1864. Et comme vous savez, sur le trajet, il y a Cannes. Et à Cannes, le maire de Cannes leur dit, dites, pendant que vous aménagez la voie, est-ce que vous ne pourriez pas m'aménager ce petit chemin de bord de mer? Et alors donc, c'est eux qui sont à l'origine de la Croisette. Alors, bon, ils ne vont pas l'appeler la Croisette. On dit. Le chemin s'appelait chemin de la Croisette, parce qu'il y avait une croix. Hein, mais là, quand ils vont avoir aménagé une belle voie, alors ça, c'est avant l'aménagement, une belle voie, parce que le maire a comme projet de faire un peu comme on a fait à Nice, c'est-à-dire d'aménager, de créer des hôtels, bien entendu. Donc, on va l'appeler boulevard de l'Impératrice, puisqu'on est en 1863, vous voyez, donc voilà. Et après 1870, ça reprendra le nom de Croisette. Hein. Donc, ils vont aménager la Croisette. Voilà encore une autre vue très ancienne de la Croisette, antérieure évidemment à leur aménagement. Et là, c'est près d'une vingtaine d'années plus tard qu'ils vont se faire construire une maison sur la Croisette. Et voici une maison dont la photo n'est pas parfaite, mais j'ai plus les moyens d'en prendre d'autres puisqu'elle a été détruite maintenant. Hein. Mais voilà une maison que va se faire construire Félix Mangini sur la Croisette. Et comme je vous expliquais, il était très proche de la famille Gillet. À côté de la sienne, eh bien Joseph Gillet va aussi se faire construire sa maison. Et puis, son frère n'est pas en reste. Son frère Lucien, on l'appellera Lucien, on oubliera le prénom de Louis. Son frère Lucien, lui, va racheter cette demeure, un véritable château, qui s'appelle le château de la Broussaille. Et qui, au terme de sa vie, souhaitera que ça soit cédé et que ça devienne un hôpital. Et la ville de Cannes va faire en sorte ils vont réaménager des tas de choses pour que ça puisse servir d'hospice pendant un certain temps. Et puis après, le bâtiment va être démoli. On veut en construire un nouveau. Il y aura une première pierre qui sera déposée par le président de la République Deschanel, mais le pauvre Deschanel, c'est quand même malheureux. Ils vont s'en tenir à cette pierre-là. Le truc ne sera pas construit. Il faudra attendre une trentaine d'années pour qu'ils se décident à remplacer définitivement ce château par vraiment un hôpital susceptible de pouvoir recevoir vraiment des malades et non pas... voilà. Donc, et voilà, je vous présente un autre personnage, parce que je vous ai présenté grossièrement la femme, dans les grandes lignes, la famille. Hein. Mais il y a à côté de cette famille tout un clan. Alors, vous voyez, il y en a déjà qui sont dans la famille. Ce personnage, c'est Henri Germain. C'est le cofondateur du Crédit Lyonnais. Cofondateur parce qu'il n'était pas tout seul et il avait parmi son conseil d'administration un personnage extrêmement important, pour lequel d'ailleurs l'Académie de Lyon a fait tout un colloque il y a une quinzaine de jours. C'est Arlès Dufour. Arlès Dufour, il est derrière tous les projets. Tous les projets. Il est au départ, il est dans le projet de la création de la Société lyonnaise de banque. C'est un nouveau système de banque. C'est pour ça qu'il y a une explosion de l'industrie. C'est que les banques, avant, c'était fait uniquement pour les gens. C'était des banques d'affaires, uniquement pour des gens qui avaient de l'argent. Là, ils vont ouvrir les banques à tout le monde.
C'est-à-dire qu'on va démultiplier le nombre de clients, on va donc démultiplier le montant dont on va pouvoir disposer pour investir, vous comprenez? Et ça, c'est une chose qui se faisait en Allemagne déjà, et surtout en Angleterre. Et Arlès Dufour, lui, il travaille avec les Allemands, il est dans la soierie, il travaille avec les Allemands et avec les Anglais. Et donc, il dit, mais c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse les banques maintenant. Il ne faut pas se limiter à une banque d'affaires, quoi. Et donc, Henri Germain va en être le directeur jusqu'à son décès. Il est mort en 1905. Et pour dire l'élan que ces gens-là vont donner à cette banque, c'est que le Crédit Lyonnais, au tournant du XXe siècle, est la toute première banque au monde pour le nombre de clients, pas pour le capital, hein, mais bon, avec des hauts et des bas, parce qu'avec l'argent dont ils disposent, ils font des investissements, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. En l'occurrence, dès le départ, ça marche bien pour Henri Germain. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils travaillent ensemble, parce qu'ils font partie, j'allais dire, d'un même clan, d'un même réseau, si vous voulez. Et pendant que les Mangini se font construire une maison à Cannes et l'autre, c'était sur la route de Grasse, mais c'était toujours sur Cannes, eh bien, lui, il va acheter énormément de terrain et qui va créer un boulevard qui s'appelle la Foncière Lyonnaise. Vous voyez, il y a eu un boulevard de la Foncière Lyonnaise à Cannes, et qui est un des axes les plus importants actuellement de Cannes. C'est le boulevard Carnot. Pour ceux qui connaissent bien Cannes, vous savez, tout le monde connaît la Croisette. Le boulevard Carnot, il va en direction de Grasse. Et donc, ça va être, j'allais dire, il va donner un élan à la ville considérable. Donc, Henri Germain a placé son argent ici. Voilà. Et bon, Henri Germain, je vous ai montré les belles maisons que les Mangini se sont fait construire. Pour ceux qui connaissent Nice, et notamment le parc Simiez au sommet d'une colline, vous avez cette maison qui maintenant est vendue en copropriété, mais qui a été construite par Henri Germain également. Alors, 1864, on veut tracer des voies ferrées le plus possible, et c'est l'État, bien sûr, qui décide comment dire, du parcours que l'on veut équiper. L'État est évidemment à la base de tout ça, mais il cherche des gens capables de le faire. Et ça va être pour les Mangini la création de la Compagnie de la Dombe. Ils vont toucher 3 750 000 de l'État, mais par contre, pour aider à aller d'une voie qui doit aller de Satonnet à Bourg, et ça traverse les Dombes. Mais l'État demande en contrepartie qu'ils assèchent 600 étangs. Pardon, pas 600 étangs. Enfin oui, ça équivaut. Ils vont asséger 548 étangs, ce qui représente environ 6 000 mètres carrés. 6 000 hectares, excusez-moi. 6 000 hectares. Il faut savoir qu'à cette époque, il y a quelques épidémies qui fait qu'on a besoin d'assécher quelques étangs. Ils vont devoir les assécher pour faire leur voie ferrée. Et ils vont... à l'époque, il y a à peu près 20 000 hectares, donc ils vont assécher 6 000. Mais au début du XXe siècle, on va revenir sur cette politique et d'autres nouveaux étangs vont être créés à nouveau. Mais bon, c'est une charge énorme. C'est une charge énorme. Et donc là, c'est le père et les deux fils. Et la compagnie s'appelle la Compagnie de la Dombe avec un S. Et là, vous voyez, ils font une publicité dans les journaux. Les travaux sont bien avancés. On voit la Compagnie des Dombes et des chemins de fer du sud-est. Alors, c'est l'étape un peu suivante. Les propriétaires d'étangs de la Dombe, sur les 6 hectares,
qu'elle devait dessécher d'après un cahier des charges. Il ne lui reste plus à traiter 6000 hectares, oui, bien sûr. Il ne lui reste plus qu'à traiter une quantité inférieure à 200 hectares. Vous voyez, ils veulent remplir leur contrat jusqu'au bout. Alors, derrière cette compagnie, alors je vous disais, il y a derrière un réseau qui est particulièrement soudé. Alors, certains font partie de la famille, hein, comme je vous disais, Gilet, etc. Mais Arlès Dufour, c'est l'homme ici. Vous avez reconnu donc Henri Germain. Et il y en a un dont je n'ai pas trouvé de photo, c'est Sainte-Olive. Parce que là, la banque existe depuis 1809, mais ils se sont... vous voyez, ils font partie du même réseau. Et ce réseau, ce qui les soude, c'est un même courant de pensée. Et ce courant de pensée, c'est le saint-simonisme. Le saint-simonisme, c'est un courant de pensée qui est né, j'allais dire, quasiment au départ de l'industrialisation. Le créateur, j'ai dû mettre sa photo, le voici. C'est le comte de Rouvroy. Enfin, c'est monsieur Rouvroy, j'ai pas son prénom, c'est Jean de Rouvroy, comte de Saint-Simon. Il est de la famille du Saint-Simon, plus connu que lui, qui a écrit ses mémoires et qui vivait sous la Régence et sous Louis XV. Hein. C'est un lointain descendant. Et donc, lui a écrit, en voyant, si vous voulez, se développer déjà à la fin du XVIIIe siècle, l'industrialisation, il voit qu'il y a un essor qui se produit et qui va se démultiplier. Il va mourir en 1825. Après, ses idées seront reprises par un nommé Prosper Lanfantin et par Arlès Dufour, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est des gens qui veulent le développement de l'industrie, mais qui veulent soutenir le monde ouvrier, qui veulent absolument... Ils pensent que l'industrie ne se développera pas sauvagement, sans conséquence, si on ne fait pas ce qu'il faut pour les ouvriers. Et ça, c'est ce qui marque ces personnes. Chacun de ces personnages va faire des dons considérables pour, justement, améliorer la condition ouvrière. Alors, compagnie de la Dombes, ils vont racheter les usines de la Buire qui ont été créées quelques années avant, qui ont été créées en 1847 par des Suisses, hein, des gens qui venaient de Lausanne et qui se sont spécialisés dans le matériel ferroviaire. Donc, ils vont racheter. Donc, ils vont le racheter en 1866, parce que ils sont dans leur domaine, quoi. Ils se disent bon, on fait les voies ferrées, maintenant on va faire des wagons. Et des usines de la Buire, ils sortaient environ 700 wagons par an, voyez. Et donc ça va aller en augmentant. Le directeur en sera Augustin Seguin, c'est-à-dire le beau-frère de Félix. Hein. Ça reste toujours, j'allais dire, dans la famille. Et ils vont l'association de la compagnie de la Dombes avec les usines de la Buire, les chantiers de la Buire, eh bien, fait que la société va changer de nom. Ça va être compagnie des Dombes et chemin de fer du Sud-Est, que j'appellerai la DSE, c'est plus simple. Vous voyez, la DSE. Donc, un petit aperçu de l'entrée de l'usine de la Buire, mais ça, c'est beaucoup plus tard. En fait, ils achètent cette compagnie en 1866. Ils ne vont pas la garder très longtemps. Ils vont la revendre en 1877. Indépendamment du matériel ferroviaire, on travaillait l'acier, on faisait des coques de bateaux. Et c'est pour ça qu'un certain Félisa est venu du sud de la France s'installer à la Buire, parce qu'on faisait des coques de bateaux métalliques. Et le Félisa, c'est celui qui faisait les bateaux-mouches et qui était installé à Gerland. Les coques venaient des chantiers de la Buire. Voilà donc. Et alors après,
bon, ils revendent en 1877, mais ça va pas s'arrêter pour autant. Il va y avoir des hauts et des bas industriels, c'est sûr. Voilà, donc un aperçu si vous voulez, de l'espace occupé par ces chantiers. Et même, pour vous dire comme ça continue, en 1903, ils sortent une voiture, et ils vont sortir des voitures jusqu'en 1930. Voilà une publicité représentant la Buire. Voici une autre publicité, pas une publicité, une vraie, hein, la Buire Phaéton. Hein. Voilà, donc, après, ça va terriblement péricliter. Hein. Voilà. Alors, le père Mangini, Lazare Mangini, décède en 1869. Se retrouvent donc les deux frères, avec aussi, comme vous avez pu voir, les associés comme Arlès Dufour, Hénard, etc., etc. D'ailleurs, on les appelait, mais gentiment, la bande à Hénard. Hein, ça comprenait donc ces gens que je vous ai cités et quelques autres, hein, dont notamment un nommé Perret, dont je vous parlerai plus loin. Et donc, ils vont maintenant leur ligne Satonnet Bourg fonctionne bien. Ils vont faire des axes jusqu'en direction de Châlons, etc., etc. Et ils envisagent, et ils en ont discuté avec l'État, une ligne Lyon-Bordeaux. Ah, je disais que quand ils entreprenaient, ils réussissaient. Là, par contre, ça ne va pas marcher. Ils vont faire Lyon-Montbrison. 78 km quand même. 78 km, mais 6 tunnels, une quarantaine de ponts et viaducs, 12 déplacements de la Brévenne. Vous voyez, ce qui les intéresse, en particulier, c'est cette vallée de la Brévenne, parce que depuis des siècles, depuis le temps des Romains, même, il y avait des mines. Il y avait des mines. Les Romains exploitaient déjà des mines d'argent. Et puis on a exploité des mines de cuivre, des mines de plomb, etc. Et eux sont aussi intéressés par les mines, bien entendu. Hein. Donc ça, c'est les armoiries de Saint-Pierre-la-Palud. Vous voyez, il y a tout pour creuser là. Voilà. Tout le monde ne connaît pas forcément ces lieux. Je vous passe rapidement cette carte pour vous situer. Donc, Saint-Pierre-la-Palud, vous le voyez. Hein, je pense que j'ai pas de pointeur, j'ai pas amené. La Pérolière, on en parlera après. Alors, la Pérolière a été achetée en 1861 par le père, mais c'est pas la maison que l'on voit actuellement. Et le père est mort à la Pérolière en 1869. Et c'est son fils, Félix, qui va en hériter. Donc, voilà, la vallée de la Brévienne, par exemple, si vous allez à Brucieux, vous tomberez sur une rue Jacques Coeur, parce que Jacques Coeur a travaillé dans ces zones, etc. Et voilà, donc, la ligne dans son entier, Lyon-Montbrison, bien sûr, ce qu'il souhaitait, c'est partir d'un lieu de centre-ville, en quelque sorte. C'est pas centre-ville, mais que c'était pas loin du centre. C'était Saint-Paul, bien entendu. Et c'est là qu'ils vont faire le tunnel dont on va. Alors, en fait, cette ligne jusqu'à Montbrison est très, très intéressante et très employée parce que, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de mines. Et au XIXe siècle, les mines les plus importantes, ce sont celles de Claude Perret. Alors, Claude Perret, il s'était spécialisé dans l'acide sulfurique. Ça commence par une petite fabrique du côté des Brotteaux. Et puis après, il s'installe, c'est beaucoup trop petit, il va prendre une option sur cette mine, il va devenir propriétaire des mines de pyrite, là, alors cette fois-ci, après le cuivre et tout ce que je vous ai cité, ça va être la pyrite. Et il va exploiter ça et il va s'installer après à la Confluence. Ce qui causera beaucoup de problèmes parce que les gens ne sont pas contents. La pollution, etc. Vous avez peut-être tous en tête cette image très ancienne où on voit la Confluence avec toute une belle rangée de peupliers. Ils vont tous mourir et c'est Claude Perret qui les a tous assassinés avec son acide sulfurique, hein, il faut bien le dire. Mais après, il va s'installer assez rapidement à Saint-Fond.
cette mine de pyrite, ça a été la plus importante d'Europe. Alors l'intérêt de la pyrite, l'intérêt, c'est que on extrait le soufre, on extrait l'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique, à l'époque, c'était appelé le pain de la chimie. Ça sert pour tout, pour des tas de choses. Le verre, on a besoin de pyrite pour fabriquer du verre, d'acide sulfurique, pardon. Vous voyez, et donc cet acide sulfurique est exploité là-bas. Il va y avoir, au tournant du siècle, du XXe siècle, il va y avoir près de 1000 employés. Et on produit à l'époque 70% d'acide sulfurique du besoin en France. Et c'est la plus grande mine, le plus grand filon d'Europe. Donc, voilà, je n'ai pas trouvé la photo de Claude Perret, alors je vous présente son fils, Michel Perret, dont on parlera un peu plus loin, parce que bon, il va agrandir l'entreprise encore, ça va évidemment, voilà. Et si vous allez à Saint-Pierre-la-Palud, vous trouverez encore ce que l'on appelle un chevalement, c'est-à-dire cette tour qui permettait d'extraire le minerai du fond et de faire aussi monter les mineurs aussi, hein, voyez. Donc elle subsiste aussi. C'est assez intéressant à voir, voilà, sous un autre angle. Et de toute façon, pour entrer plus dans des détails, je vous conseille, si vous allez là-bas, de visiter le musée de la mine, qui vous expliquera un peu toutes les catégories de mines qu'on a pu exploiter à travers les siècles. Alors, j'arrive à ce qui a l'air d'être un désastre, mais ça n'en est pas un. On démolit, comme je vous ai expliqué, pour faire Lyon-Montbrison. Ce qu'ils veulent, c'est une gare le plus près du centre-ville. Donc, ils ont choisi Saint-Paul. Ils ont choisi Saint-Paul, et voilà donc une photo du chantier que vous connaissez sûrement très bien. On va supprimer des rues. Là, il y avait la rue de la Misère, la rue Lépine. La rue de l'Ours, elle existe encore, mais elle a été tronquée. On va supprimer aussi des maisons pour faire une place devant la gare. La gare, elle a été construite entre 1874 et 1875. Et curieusement, cette gare, elle a un architecte auquel on n'aurait peut-être pas pensé au premier abord, mais vous qui êtes architecte, pour la plupart, vous devez le savoir, c'est Sainte-Marie-Perrin, qui a été, disons, qui s'est occupé de la modénature de cette gare. Hein. Et alors, donc, voilà, donc encore une vue, hein, je passe les détails, vous avez vu comment noire était cette pauvre église Saint-Paul. Hein. Et voilà, et alors, en fait, il faut dégager tout ce qu'on détruit, il faut dégager tout pour avoir un terre-plein, il faut aussi dégager pour faire ce fameux tunnel, 1419 mètres, je crois, si ma mémoire est bonne. Vous voyez, et donc, il va y avoir, on estime à plus de 200 000 tonnes le gravat qu'il va falloir évacuer. Alors là, sur cette photo, vous voyez le cercle, j'ai encerclé. On les évacue par là. Et puis donc, on a aussi détruit des immeubles carrément sur le quai Percise, hein, pour faire cette place. Et oui, je vous parlais donc de la gare et de la modénature dessinée par Sainte-Marie-Perrin. Hein. Et puis, en 1976, c'est l'année d'ouverture, une catastrophe. Une catastrophe. Figurez-vous que ce mur de soutènement s'écroule sur 60 mètres. Alors, il faut reconsolider et puis il faut redégager aussi. Hein, vous voyez, c'est vraiment... Ça a été un chantier, mais alors, extraordinaire. Hein, j'imagine que... Voilà. Et alors, bon, la statue de Jean Charlier d'Igerson est installée en 1880. C'est un sculpteur qui s'appelle Albert Bailly. Et, bon, on ne va pas parler du personnage. Pourquoi sa statue devant Saint-Paul? C'est parce qu'il a fini ses jours au Célestin et il œuvrait beaucoup pour Saint-Paul. Mais c'était un personnage très important au XVe siècle. Il a participé
au concile de Constance, c'est une période où il y avait 3 papes. Alors, bon, voilà, et donc ça a été, il a fait partie des gens très importants de cette époque. Alors, donc on a détruit beaucoup, et il faut reconstruire là où il y a de la place, et notamment Quai Pierre-Six. Et Quai Pierre-Six, les Mangini ont un projet. D'abord, la ville a un projet, c'est de mettre la gare Saint-Paul. C'est pour ça que la gare à Perrache, ils ne vont pas la faire à Saint-Paul, ils vont la faire à Perrache, mais ils ont conservé le nom de Saint-Paul. Pourquoi la gare Saint-Paul s'appelle Saint-Paul à Perrache? C'est parce qu'elle devait être faite à Saint-Paul. Hein. Et en fait, eux, les Mangini, eux, ils disent on verrait bien une université. Parce qu'on a des facultés, mais on n'a pas d'université. Hein. Vous savez, une faculté, c'est un des éléments, un des secteurs d'une université. Hein. L'université, c'est l'association de... Et donc, mais ça va pas être retenu, comme vous savez, on va construire au bord du Rhône, et ils vont faire un magnifique immeuble. Alors, voici cet immeuble, vous voyez, même le retour est deux, vous voyez, c'est un très très grand immeuble, hein, Quai Pierre-Six. Bon, ils ont créé une société pour la création, mais cette société, ils vont la fondre dans une autre société de construction. Hein. Ensuite, donc là, on était en 76. En 79, ils rachètent une voie ferrée très courte, 7 km, qu'on appelait, qui avait été construite en 1861. La société s'appelait Lyon-Croix-Rousse. Et en fait, il y avait le funiculaire de la place Croix-Paquet, hein, qui arrivait à cette gare. Et puis cette gare allait jusqu'à Satonnet, c'est-à-dire jusque là où partait la ligne des Mangini. Hein. Donc les Mangini se disent, bah, ça serait quand même trop bête, ça nous ferait l'occasion de partir de Lyon. Alors, pourquoi cette gare construite par la société Lyon-Croix-Rousse, ils étaient persuadés que ça allait marcher parce que le maréchal Castellane était pour, parce qu'il disait à Satonnet, il y a un camp, il y a 6000 soldats, ça serait bien, si on veut les faire descendre, ça ira vite. Et puis... les gens qui géraient la ficelle disaient ben, c'est une très bonne chose parce que voilà, il y a une continuité, il y a une logique. Sauf que, est-ce que parce qu'elle était trop courte, elle est créée en 61, en 63, elle est inaugurée, en 65, elle fait faillite. Alors c'est une autre compagnie, la compagnie du Rhône, qui va la reprendre, mais... eux n'auront qu'un souci, c'est de s'en débarrasser, et ils vont la céder aux Mangini. Et là, la logique est bien, parce qu'on peut partir de Lyon, de la Croix-Rousse, pour aller à Satonnet et mener après jusqu'à Bourg, vous voyez. Et de Bourg, on peut même... Et à Bourg, là, vous aviez la PLM qui passait. Donc, il y avait un lien, une continuité, une logique qui permettait d'optimiser chacune de ces voies. Voyez, alors voilà un peu le genre de locomotive. Alors, comme vous savez, elle traversait le boulevard, c'est-à-dire que chaque fois qu'on faisait passer un train, eh ben, on fermait le passage à niveau. Et puis en face, il y avait la gare de marchandises. Alors là, c'est la place des Tapis. Et puis, vous voyez, donc là on a le baraquement qui sert de gare pour la ficelle et de gare pour les trains. Hein. Pour le fameux train qui va jusqu'à Satonnet. Et en fait, donc ils vont s'occuper de tout en 1879. Et alors, j'en viens à la conclusion de ce travail de voie ferrée, hein, qui, on peut dire, après, il risque d'être acheté par l'État. En 81, il décide, plutôt que d'être acheté ou mal racheté par l'État, il décide de vendre à un concurrent,
je me souviens plus, comme c'était un concurrent mais pour lequel ils avaient travaillé, aménagé des voies ferrées et tout, etc. Mais ils vont vendre au PLM, hein, la compagnie PLM, qui, comme vous le savez, en 1938, ça sera la SNCF, 1er janvier 68, etc. C'était la plus grosse compagnie de France, même en 80. Donc, ils vendent au PLM. C'est officialisé en 1884. Alors, j'allais dire, il y a par exemple la gare jusqu'à Sathonay, ils vont l'exploiter quand même jusqu'en 1897. Mais enfin bref, c'est une bricole. Ils vont la vendre pour 16 millions. Alors, après, j'allais dire, ils se retrouvent à la retraite, à 45 et 48 ans. Donc, il y a de quoi, avec les sous qu'ils vont encaisser, avec des actions, etc., passer une bonne retraite. Mais ce n'est pas des gens à ne rien faire. Donc, ils vont se lancer, l'un, donc Lucien, dans la politique. Il va devenir, bon, il est déjà maire du bâtiment qu'il habite, qui s'appelle les Halles. Mais après, il va être sénateur, etc. Et son frère, lui, va ostensiblement, véritablement, s'orienter vers le social. Et il a connu Camille Rambaud, qui en 1856, après les fameuses inondations, a construit la cité Rambaud. Hein, il a été très marqué par cette chose-là. Et il a envie de faire quelque chose dans ce sens. Donc, il va s'occuper de faire justement, de créer une société, alors toujours avec ses amis, hein, la société des logements économiques. Alors, mais avant d'arriver au logement économique, je voudrais vous montrer... par exemple, Lucien va se faire construire au Hall. Au Hall, c'est le nom d'un patelin qui se trouve à côté de Sainte-Foy-l'Argentière. Il va se faire construire une magnifique demeure. Alors, vous voyez, je vais vous faire rêver 2 minutes. Hein, imaginez que c'est chez vous. Alors, vous voyez, vous entrez, vous voyez, vous êtes un peu voilà. Bon, je me permets de vous accueillir, vous voyez. Je fais un peu comme si c'était chez moi. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez un petit peu la décoration. C'est magnifique. Hein. Je passe rapidement parce que vous voyez, à l'intérieur, vous rentrez, c'est des colonnes qui vous accueillent avec un superbe escalier. Vous voyez, et ça, c'est la maison de Lucien Mangini. Voilà. Alors maintenant, ça a été vendu. Ça a changé de main plusieurs fois. Ça a appartenu aux hospices civils. Et puis ils s'en sont séparés. Puis là, maintenant, c'est, je crois, la famille Rose qui en est propriétaire. Ils ont acheté ça au moment du Covid. Et il paraît que ça ne marche pas très fort. Il faut reconnaître que bon, il y a un héliport, il y a tout pour accueillir, etc. Vous voyez, hein, donc c'est superbe. C'est superbe. Hein. Ça a été, alors bien sûr, comme il y a toujours une chapelle dans ces demeures-là. Et dans le même temps, comme je vous ai expliqué, Félix, lui, a hérité de la Pérolière. Il va faire démolir la maison de son père. Il va faire d'abord construire une ferme plutôt belle, qui est classée inscrit au monument historique du point de vue extérieur. À l'intérieur, on peut faire ce qu'on veut. Et ce qu'il appelle une villa, mais que j'appellerais plutôt un château. Alors, ça, on quitte, hein, c'est pas celui-là. Voilà, voyez, alors au début, je ne l'ai vu qu'à travers les arbres et j'ai eu la chance de rencontrer le chef de projet qui a restauré la maison, la villa, la Pérolière, hein, la maison Mangini. Et j'ai donc pu... je l'ai invité, mais il devait rester à Paris. C'est dommage. Je me suis permis... Je voulais prendre des photos. Il m'a dit non, n'en faites rien, je vous les enverrai. Et donc, quelques aperçus de cette fameuse... voilà, les cariatides, vous rentrez. Alors, vous voyez...
je les passe aussi, vous voyez un petit peu le... Donc ça sert aussi pour des réceptions, etc. Mais plus précisément, je vais vous dire à qui ça a appartenu. Ça a appartenu d'abord à la Compagnie du Gaz. C'est les héritiers Mangini qui vont vendre la propriété à la Compagnie du Gaz. Et ça va être cédé à EDF. Et puis maintenant, c'est Enedis, qui est une filiale d'EDF, qui s'en sert, pas de la villa, hein, mais de tout ce qu'ils ont construit autour, qui s'en sert de centre de formation. Et il y a environ 10 000 personnes qui défilent chaque année dans ce centre de formation. Mais pas dans la villa, hein, c'est dans les trucs à côté. Là, c'est pour les réceptions. Vous voyez, regardez un peu. Alors là, les vitraux. Alors, là, vous voyez, il nous est précisé avec une surface totale de 60 mètres carrés, elles sont considérées comme les plus grandes jamais réalisées. On parle des gravures polychromes. J'ai d'autres photos où on a la personne qui les a réalisées. Hein. Les vitraux sont de Lucien Bégulle. Et puis, vous avez des tas de symboles. Alors là, vous voyez, ça c'est en haut de l'escalier, mais on les retrouve en rappel à l'extérieur. C'est une roue ailée. Hein. Et en fait, il y a des tas de... Comment dire, de choses qui sont notées. Moi, j'en ai donné... Je vous fais grâce du latin, ça fera gagner du temps. Puis je sais qu'il y a un latiniste ici, je vais mal prononcer, je vais donc m'abstenir. Par exemple, il est gravé « Le PLM nous donna ce lieu de loisir ». C'est pour, comment dire... parodier Virgile qui disait « Les dieux nous ont donné ce lieu de loisirs, etc. » Au-dessus d'une autre porte, vous avez « En abrégeant la route, on allonge la vie ». Hein, vous voyez, c'est... Et brevis est via, la voie est courte, où le trajet dure peu. Vous voyez, ils ont mis ça au-dessus de leur porte la plupart du temps. Et sur la porte d'entrée, soit une porte ouverte, ne soit fermée à nul honnête homme. C'est pour ça qu'elle m'a été ouverte. Voilà, donc, vous voyez, donc, je vous passe, regardez, les salles de billard. Alors, vous remarquerez, les plafonds sont peints. Alors, c'est de style florentin, et l'architecte, n'oublions pas l'architecte, c'est Gabriel André. Gabriel André, qui va être aussi leur conseiller pour les travaux de la Société des logements économiques, mais qui, lui, donnait plutôt dans le luxe. Hein, vous savez, les Célestins, bien sûr. Il a eu le premier prix pour la construction de la mairie de Neuilly, devant laquelle je passais quand j'étais à Paris. Je passais tous les jours devant la mairie de Neuilly. J'avais une pensée pour cet homme. Et il a fait aussi le temple sur les quais du Rhône. Il a fait aussi le... Gaspard André. J'ai pas dit Gaspard André? Ah, bah, oui, évidemment. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Gabriel, d'ailleurs. Je ne sais pas d'où je sors. Peut-être l'ange Gabriel, j'en sais rien. Mais Gaspard André, tout à fait, évidemment. Je le connais trop pour... vous voyez, hein, bref. Et il a eu d'ailleurs un prix aussi pour un théâtre qu'il a fait à Genève. C'est un peu moins connu. Et bien sûr, il a fait des villas. Alors, la villa de Cannes, c'est lui qui l'avait faite déjà. Et il avait fait aussi celle de Jules, vous voyez, de Gilet, de Joseph Gilet, à côté aussi. Vous voyez, il a fait de nombreuses villas aussi. Et il est mort à 56 ans. Il est mort relativement jeune, hein, mais il était très actif. Alors, une chapelle. Alors, voilà. Et alors... on dit qu'il n'était pas spécialement croyant. Vous voyez, mais il y a des choses... si vous voulez, cette période-là, ce qui prédomine pour défendre, si vous voulez, pour
pour permettre de promouvoir l'industrie, mais de défendre les gens qui s'en occupent, les ouvriers, eh bien, ce qui domine, c'est le saint-simonisme et bien sûr le catholicisme social. Hein, ces deux, il y a le fourierisme aussi, dont se recommandait d'ailleurs, c'était son idée, Camille Rambaud, c'était son idée aussi. Camille Rambaud, il est devenu prêtre à 39 ans. Hein. Il était un riche soyeux, il a tout laissé tomber, il va donc s'occuper de la création de cette cité Rambaud qui a été détruite en 1957 par Édouard Herriot, considérant que c'est aussi la mort d'Édouard Herriot, tiens, entre parenthèses. Mais c'est l'année de sa mort que ça a été détruit. Comment? Les bars qui existent actuellement, là, oui. c'est sur la cité Rambaud. Ah oui, ah oui. Alors, ouais, Gaspard André, pour le coup, et il s'amusait aussi dans ses... Et il a commandité, là l'artiste, c'est... mais il a demandé à l'artiste, c'est Jean-Baptiste Poncet, que vous connaissez peut-être pas bien, je ne sais pas, il n'est pas très très connu, mais c'était un ami d'Hippolyte Flandrin. Il a travaillé même avec Hippolyte Flandrin. Et alors, Gaspard André lui a commandé, donc, vous voyez, Saint-Pierre et tout le monde. Et alors, Saint-Pierre, c'est le visage de Félix Mangini. Et le dernier, c'est le visage de Gaspard André. Voilà. Alors là, vous voyez, ça, c'est Hippolyte Flandrin peint par Jean-Baptiste Poncet. Alors la cité Rambaud, je vous en ai parlé, et il fait toujours partie de leur entourage. Hein. Et alors, j'en viens à la société qui va être fondée, mais elle ne va pas être fondée par lui tout seul. Hein. C'est lui qui en est le meneur, mais son frère, bien sûr, est dans l'affaire, et ainsi qu'Arlès Dufour, ainsi que... Hénard, dont je vous ai peut-être pas parlé, mais Hénard qui a été et Isaac, c'est-à-dire Hénard, c'était entre autres le président de la Chambre de commerce, qui est à l'origine de la création du musée des tissus, par exemple, hein, puis qui a fait pression sur le maire de l'époque pour qu'on achète la statue de Bartholdi. Hein. Là, le monument de Bartholdi au terreau. Il a vu ça en 89 à l'exposition universelle. Il a dit il faut qu'on achète ça pour Lyon. Donc voilà. Donc voilà les immeubles. Alors ce sont des immeubles. Ce qu'ils ont de révolutionnaire par rapport à tout ce qui se faisait avant, c'est le souci de l'hygiène. Parce que il y a beaucoup de problèmes. Là, vous avez l'eau à tous les étages. Et vous avez évier, vous avez WC, etc. Ce que n'avaient pas la plupart des immeubles à l'époque. Hein. Voilà une des fortes innovations. Pour ce qui est de la modénature, elle est sobre. Hein, vous voyez, il y a encadrement des fenêtres, il y a un liseré de ciment qui sépare le rez-de-chaussée du reste. Et vous avez quantité bien sûr, d'endroits où ces immeubles vont être construits. Là, nous sommes à Perrache. Là, on doit être entre le 12 et le 16 du Courbayard. Hein. Et puis là, c'est la suite qui est construite dans les mêmes années. Enfin, vous voyez, achevé entre 93 et 95, quelque chose comme ça. Mais alors là, vous avez sur ce plan, vous voyez, ce qui est jaune, c'est peut-être petit. Hein. Voilà ce qui est fait à la fin du 19e siècle. Hein. J'entends comme logements sociaux. Hein. Alors, voilà, en voilà un autre. Là, je m'excuse, mais là, j'ai plus les noms. Je comptais pouvoir les lire. Mais vous en avez, par exemple, rue Pasteur. Vous en avez rue Salomon-Renac. Comment? Rue... Ah, et bien sûr, ils en construisent également rue des Rancy, à côté de l'usine de la Buire, hein, puisqu'ils disposent de terrain encore. Voilà. Et là, vous avez un immeuble double, vous voyez, hein, toujours la même présentation, la même modénature, vous voyez, hein,
Alors là, il y a 2 allées. Bon, ça c'est un exemple de... Voilà. Et voilà. Alors, en général, ils sont faits avec du béton de mâche-fer. Et je pense que ces immeubles devaient quand même être de qualité, puisqu'il y a beaucoup d'immeubles qui, depuis ces temps-là, ont été détruits, mais que ceux-là ont été conservés. Il n'y en a aucun de détruit. Et ça, c'est assez extraordinaire quand même. Il y a la ferraille dans le béton de mâche-fer. Oui, parce qu'en fait, le mâche-fer, effectivement, c'est des scories de mines. Alors, c'est peut-être ça qui leur a donné l'idée aussi, hein, parce que comme ils avaient travaillé dans les mines, c'est pas impossible qu'ils aient eu cette idée-là. Vous voyez, je passe un petit peu. Et alors, vous avez à Villeurbanne. Alors, à Villeurbanne, Jules, je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Jules, alors qu'il s'appelle Joseph Gillet, construit une usine sur 8 hectares. Et il faut loger les ouvriers. Donc, ce n'est pas des immeubles Gillet, mais c'est des immeubles qui rentrent dans cette société de logement économique, parce que lui aussi en fait partie. Hein. Et voilà, c'est pour vous montrer l'importance de l'usine Gillet, qui, je crois, a fermé, je ne sais pas, assez tardivement. Hein, je ne sais pas, je n'ai plus la date. Voilà, et voilà, donc on va faire ces maisons-là, toujours même genre de mode et nature, avec ce que vous ne pouvez pas voir parce que c'est sur la rue, des jardins. Des jardins. Ce sont des immeubles. Alors, on parle toujours maison Mangini. Il est bien convenu qu'il ne s'agit pas de maison, mais d'immeubles, quoi. Hein, on est d'accord. Voilà. Et Villeurbanne, la voix du peuple à Villeurbanne en parle. Le quartier de jardins et foyers sera bientôt un des plus charmants de la cité de Villeurbanne. Vous voyez, donc on en parle. Je vous montre quelques photos de l'intérieur dont j'ai pu disposer. Voilà donc les paliers et puis les escaliers. Alors bien sûr, à l'époque, pas d'ascenseur. Mais je vous dis, de l'eau, de l'hygiène. Et puis, en plus, les pièces doivent être d'une dimension minimum. On peut pas faire des pièces de 8 mètres carrés. On est obligé de faire des pièces qui sont entre 9 et 12 mètres carrés, voire plus. Voilà. Et pour ce qui est... Alors, cette société des logements économiques, à un moment donné, elle va changer de nom, parce que, figurez-vous que Hénard, justement, Édouard Hénard, va décider de rajouter un peu d'argent dans ses engagements, et il va créer une société d'alimentation. Et ça va être société de logement économique et alimentation. C'est-à-dire qu'il y a Félix Mangini, c'est lui qui va s'en occuper, va créer 2 restaurants, l'un au Brotteau et l'autre je crois que c'est à la Guillotière, l'autre doit être à la Guillotière, où on va proposer des repas à des prix absolument réduits, quoi. Ouais. Alors, ça, c'est un extrait d'un rapport d'un certain monsieur Gour qui a comptabilisé le nombre des maisons construites. Alors, qui dit maison? 24 maisons en 89. Bon, 24 maisons, ça veut dire qu'il y a 268 occupants, compte tenu de personnes que l'on peut loger par appartement, bien entendu. Vous voyez, 39 en 1890, etc. Vous voyez, et là, jusqu'en 93. Alors, Félix Mangini va mourir en 1902. Et donc, à son décès, il y a 133 maisons, entre guillemets, qui ont été construites. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont véritablement précurseurs, parce que cette société, elle date de 1886. La première loi sur les logements économiques, 1894, si ma mémoire est bonne, ça doit être la loi Siegfried. Et en fait, ces logements économiques, comment les Mangini arrivaient à les financer, à lancer l'opération? Eh bien, grâce à la Caisse d'épargne. Vous me direz, c'était pratique, il en était le directeur, il en était devenu le directeur. Et puis... En plus, il versait des dividendes aux investisseurs. Exact, 4%. Maintenant,
il proposait effectivement aux investisseurs un revenu modeste, mais quand même de 4%, mais assuré. Hein. Donc voilà. Donc là, on est en 86. La première loi, 1894, loi Siegfried, cette loi, elle va justement autoriser toute société privée qui veut se lancer dans ce genre d'opération à s'appuyer sur la caisse de dépôt. Voyez. Ensuite, 1903, une autre loi qui est je crois la loi, je l'ai notée, mais comme je ne sais pas lire sans lumière, enfin, je sais lire et écrire, mais avec lumière. La deuxième entreprise, Strauss, ouais, ça me revient, Strauss. Paul Strauss, lui, va avoir recours, c'est un recours aux communes et aux départements. C'est-à-dire que la commune et les départements peuvent aider ces sociétés privées. Et après, vous avez la loi Bonnevet. Alors Bonnevet, comment ne pas penser que Bonnevet, qui était né à Saint-Didier, c'est pas si loin de Lyon, ne connaissait pas ce que faisait, toutes les bonnes idées qu'avait eu Félix Mangini et les gens qui l'entourent. Alors, la loi Bonnevet donne aux communes et aux départements le droit de créer des établissements publics autonomes. Avant, c'était que des sociétés privées. Hein. Et en fait, après la loi Loucheur, elle m'arrêterait là, mais elle est importante quand même, c'est que là c'est l'intervention carrément de l'État. Donc, voilà donc les 4 étapes importantes de l'évolution du logement social, mais eux, ils ont commencé avant tout le monde. Ils sont véritablement à l'origine de ce déploiement. Voilà. Je vous parlais d'Édouard Hénard, le voici. Le pauvre, il est décédé au Palais Bourbon. Il a pris un malaise au Palais Bourbon. Son successeur, Auguste Isaac, entre parenthèses, si vous allez à la Bourse, il y a 2 statues sur la place de la Bourse. Il y a celle de Hénard et celle de Isaac. Je vous ai déjà parlé, bien sûr, de Joseph Gillet, et puis Gaspard André, bien sûr. Gaspard André, qui n'est pas l'architecte de ces immeubles, mais qui est pas l'inspirateur, mais le conseiller, on peut dire. Hein. Il fait office de conseiller. Et alors, donc là, je vous ai parlé de Laurent Bonnevet, le voici, 1912, donc c'est bien après. Et puis, bien sûr, après, il y a continuité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cités qui vont se développer. Je ne vais pas parler des autres cités qui vont se développer. Celle-ci, c'est la cité Mignot, qui a été complètement revue, restaurée il n'y a pas si longtemps, en 2018 apparemment, je crois, qui est toujours dans le quartier. Et alors, autre chose, et là j'en reviens à une chose que je disais au début, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y a eu une fille qui est morte, qui est décédée de la tuberculose, qui était véritablement la maladie de la période. Et il va s'investir dans la construction d'un des tout premiers sanatoriums créés en France. Pas le premier, contrairement à ce qu'on peut écrire de temps en temps. C'est pas le premier, et j'en ai la preuve. Et donc, ce bâtiment existe toujours. Le sanatorium Mangini. Donc, et voilà, maintenant il a été restauré. Et à côté de ce bâtiment-là, d'autres ont été créés. Bien sûr, il ne s'agit plus maintenant d'un sanatorium, mais d'un lieu de réadaptation, etc. Je passe rapidement, une cure à Hauteville, etc. Et alors, parmi les gens, il n'était pas le premier à le faire, parmi ses amis aussi. Il avait un ami qui s'appelait Herman Sabran. Herman Sabran, c'était un avocat et c'était un philanthrope. Il était président du conseil d'administration des HCL. Et lui a perdu sa fille, aussi de la tuberculose, et avant. C'est pour ça que... Et là, suite à ça, alors c'est un homme qui avait beaucoup d'argent. Il possédait le château de Brégançon.
ça n'appartient pas à tout le monde. Et il va acheter un terrain de 25 hectares pour que l'on construise un hospice, un hôpital, un hospice, un sanatorium au début. Et voilà, donc, Herman Sabran, il est enterré à Lyon, à Loyasse. Il est enterré à Loyasse. Et vous voyez, bon, je passe rapidement, mais je fais visiter Loyasse de temps en temps. Et il y a tellement de célébrités là-bas. Et voilà le premier des bâtiments, mais ça a beaucoup changé. Là, c'est pareil, rééducation, réadaptation. Voilà tout l'ensemble maintenant. C'est donc vers la presqu'île de Gien. J'ai oublié de le préciser. C'était voilà. Et puis, eh bien, pour en finir, je conclurai avec ce monument que vous pouvez voir à la préfecture, qui représente donc Félix Mangini. Il a été inauguré en 1907, c'est-à-dire 5 ans après le décès, inauguré par un de ses amis aussi, qui était maire de Montélimar, mais qui n'était pas connu pour être maire de Montélimar, mais président de la République, Émile Loubet. Et Émile Loubet, alors là, quand il vient l'inaugurer, 1907, ça fait 1 an qu'il n'est plus président de la République. Voilà donc l'histoire Mangini. Si vous avez des questions, je vous remercie de votre attention et je m'excuse de ma longueur. Oui. Si vous avez des questions. Et il marche. Oh, mais j'ai... Pas de questions? C'est trop clair. C'est pas forcément une question, mais bravo d'abord pour tout ce que vous nous avez dit, parce que ça pourrait faire l'objet de plusieurs conférences au lieu d'une, parce que vous avez cité tellement de noms connus à Lyon. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il faut, sans faire cocorico, Lyon est une ville extraordinaire de ce point de vue-là. À cette période en particulier, enfin à d'autres périodes aussi, mais quand on additionne ce qu'ont fait les Arlès Dufour, oui, les Hénard, etc., c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Et en plus, c'est peut-être parce qu'ils ont travaillé en osmose aussi. Parce que maintenant, vous voyez, il n'y a pas cette addition que l'on retrouve de gens qui sont dans des secteurs différents. Perret, c'est les mines de pyrite. Tiens, entre parenthèses, Gilet, l'usine de Gilet était située à Villeurbanne, rue Koechlin aussi, mais c'est Camille Koechlin. Et c'est de la famille du premier que je vous ai cité qui a fait ce fameux pont en fer et la tour Eiffel. Enfin, c'est pas lui qui l'a dessiné, la tour Eiffel. C'est pas mais c'est un de la famille. Et lui, c'était un spécialiste de la teinture. Et c'est pour ça, c'est Joseph Gilet qui décide du nom de Camille Koechlin dans le quartier de Villeurbanne, parce que c'est la teinturerie, quoi. Voilà. Mais à propos de la tour, j'ai pas dit que, attention, que Maurice Koechlin avait dessiné la tour. Il voulait faire une tour en fer avec Nouguier, Émile Nouguier, etc. Et Eiffel n'était pas d'accord, il ne trouvait pas ça bien. Et puis finalement, il l'a fait dessiné, ils avaient fait un dessin, redessiné par un nommé Sauvestre, si ma mémoire est bonne, ça doit être Sauvestre, qui était un architecte. Il a dessiné et qui a dit « Ah, bah oui, c'est beau. » Alors, c'est comme ça que la tour Eiffel est née. Mais c'est assez étonnant, mais c'est parce que les Koechlin, c'est une très grande famille qui a apporté beaucoup de choses, en Alsace en particulier. J'en parle parce que je vais bientôt être alsacien. Ouais. Et vous parlez du fait que vous évoquez cette aide, cette entraide soutien, oui. entre les banquiers lyonnais. Est-ce qu'un des facteurs qui les a contraints à s'entendre entre eux n'était pas la lutte avec les banquiers parisiens? Je crois me souvenir qu'il y a eu quelques épisodes. Oui, non. Je ne pense pas. Bon. Mais je vais vous dire, au départ, on
parlait d'Arlès Dufour, c'est lui qui a l'idée. Parce qu'il va en Allemagne. Arlès Dufour, il est né à Arles. Oui. On le connaît comme lyonnais, on l'a adopté, on pensait. Mais il est né à Arles, et puis il va être commis pour vendre de la soirée à Lyon, puis il va se retrouver en Allemagne, il va tomber dans une famille, la famille Dufour. Il s'appelait Carlès. Il va mettre le nom, c'est le premier à mettre le nom de sa femme à côté du sien. Hein. Il a fait beaucoup de choses pour le. Et donc il sait déjà comment ça marche en Allemagne. Après, il s'installe à Lyon. Et de Lyon, il travaille pour la société Dufour allemande, il travaille et il vend en Angleterre et aux États-Unis. Et on vend beaucoup aux États-Unis avant la guerre de sécession. Et il voit comment, notamment les banques anglaises, fonctionnent. Et en fait, je vous expliquais, c'est-à-dire au lieu de se contenter de n'avoir que des gens riches dans la banque, eh ben, tous les gens qui ne sont peut-être que moyennement riches, on va quand même les accepter. Et donc, on va, voilà, ils vont agrandir le potentiel. Et cet argent-là, eh ben, ça va servir à l'industrie. Alors, ça marche ou ça ne marche pas. C'est-à-dire que... Et alors, en fait, il y a des gens qui ont essayé avant eux. C'est les frères Pereire. Ça aussi, une dynastie, enfin une dynastie, pas une dynastie, hein, c'est très court, c'est les frères. Mais alors, c'est les premiers à faire ce type de banque en France. Sauf que ça ne marche pas. Ça marche pas, ça a marché un premier temps, puis ils se sont cassés la gueule, comme on dit dans le grand monde. C'était le crédit immobilier. Hein, ils avaient ouvert leur banque à tous ceux qui voulaient le porter. Mais vous savez, le Crédit Lyonnais n'a pas toujours été en courbe ascendante comme ça. Là, on parle de je vous disais, au tournant du siècle, 1900-1902, c'est eux qui ont le plus d'agence dans le monde. Ils en ont en Chine, à Shanghai, ils en ont en Turquie, au Caire, etc. De loin, mais ce n'est pas ceux qui ont le plus d'argent. Mais vers les 83-84, il y a une grosse crise. C'était l'union bancaire, si ma mémoire, une grosse crise qui fait que tous les gens retirent leur argent et tout. Et là, le Crédit Lyonnais, il y a quelque temps, quand Gadagne avait, j'allais dire, exposait les trucs que je préfère un peu à ce qu'ils exposent maintenant, il y avait une affiche qui indiquait le Crédit Lyonnais en déroute, etc. Il n'était pas en faillite, mais en déroute parce que ça avait fortement baissé. Hein. Et alors, ce qui me fait penser que ce n'est pas les banques parisiennes qui leur font de l'ombre. Vous savez que la Banque de France avait essayé de s'installer à Lyon en 1808. Mais après la Révolution, on faisait beaucoup plus confiance à une banque locale qu'à la Banque de France. Donc ils vont carrément repartir. Hein. Ils s'étaient installés au pied de la Croix-Rousse, etc. Et ils vont revenir, avec un appui, avec encore Arlès Dufour, qui va s'occuper du regroupement de la Banque de Lyon, qui va devenir la Banque de France pour Lyon. Voyez. Et donc, il est derrière ça. Ce qui n'empêche pas que là, on est en 1840, hein, je crois. Ce qui n'empêche pas qu'en 1860, il va être à l'origine de la création de la Société lyonnaise de banque. 1863, il est avec Henri Germain pour la création du Crédit Lyonnais. Et là, à la Société lyonnaise, on lui en veut. Hein, parce que donc, il ne fera plus partie du conseil d'administration de la Société lyonnaise parce que le Crédit Lyonnais part en flèche. Hein, donc, vous voyez, c'est pas une concurrence directe. Et entre parenthèses, Hénard a été... qui faisait partie, donc, on parlait du clan Hénard tout à l'heure, de ce réseau, bah, lui, il a été gouverneur local de la Banque de France. Vous voyez, il n'y a pas de... Non, et c'est pas sous la contrainte, si vous voulez. C'est l'expansion économique et l'entrée d'argent. Et puis, bon, il y a des choses, il y a des affaires qui se cassent la gueule, hein, ça c'est sûr, mais dans l'ensemble, comme ils en appuient plusieurs, il n'y a pas de problème, quoi. Arlès Dufour, 2 fois dans sa vie, il va se retrouver avec 0. Mais il va être aidé pour repartir quand même. Hein. Une fois, toute son entreprise a été incendiée. Puis une autre fois, il y avait des tas de clients
américain qui avait acheté, il a livré et il ne pouvait plus payer parce que c'était la guerre de sécession. Enfin, vous voyez, il y a des tas de trucs. Si vous avez d'autres questions, hein, je pense avoir répondu. Hein, ah oui.